je suis Emmanuelle Alabi, j'ai fondé le cabinet d'avocats Alabi Associés. Ça fait déjà 22 ans que je suis spécialisée en droit de l'immigration à Bruxelles et j'ai obtenu le titre de spécialiste du barreau. Quand on parle de rentier, on parle d'une personne qui a des avoirs financiers qui sont relativement importants et qui a finalement une capacité financière pour pouvoir investir éventuellement, alors soit en Belgique, soit qui a déjà investi à l'étranger, dans des actifs et que ces actifs puissent leur permettre de vivre en Belgique sans avoir à travailler, sans avoir évidemment à demander une aide sociale. Et donc, la logique finalement de la création de ce statut, qui n'existe pas réellement dans la loi, on va en parler dans une minute, c'est de permettre à des personnes qui ont quelque chose, une valeur ajoutée pour la Belgique d'un point de vue économique, parce qu'elles vont venir, elles vont dépenser, investir en Belgique et elles y ont des attaches, c'est de leur permettre de venir s'installer en Belgique, mais sans devoir y travailler. Donc, qui n'est pas concerné, vous le voyez dans le slide, c'est justement la personne qui veut devenir administrateur ou associé actif dans une société belge. Elle n'est pas concernée par le statut de rentier, elle devra plutôt alors demander une carte professionnelle pour travailleurs indépendants. Pour ceux que ça intéresse, on a publié un article sur notre site internet, donc je vous invite à le consulter et à nous suivre pour le prochain webinaire à l'occasion duquel on en parlera. Mais je souhaitais vraiment préciser que ça ne concerne pas les personnes qui veulent être administrateurs ou actifs. Par contre, si vous souhaitez être investisseur dans une société de droit belge et que vous acquérez des parts, des actions, des obligations qui elles-mêmes génèrent des rentes régulières, alors à ce moment-là, vous êtes concerné par le statut. Donc, c'est important de faire la différence entre le fait d'être investisseur dans une société de droit belge et de recevoir des rentes de par cet investissement et d'être vraiment un administrateur ou un associé actif qui, lui, est soumis à l'obligation d'obtenir une carte professionnelle et n'est pas concerné par ce statut de rentier. Alors, même chose, les personnes qui veulent travailler en Belgique comme salariés ne sont pas concernées par ce statut. Et je voulais faire un petit point spécifique parce que certains pays, comme l'Espagne, ont créé le statut de digital nomade qui permet à des personnes qui sont salariées mais dans leur pays d'origine et qui ont le droit de travailler à distance de bénéficier d'un droit au séjour. Malheureusement, en Belgique, le statut de rentier ne permet pas à une personne qui est salariée d'obtenir le statut de rentier, étant donné que le salaire n'est pas considéré comme une rente, étant donné que vous dépendez d'un employeur, même à l'étranger. Alors, cela dit, c'est pas pour ça que vous pouvez pas essayer d'introduire une demande d'autorisation de séjour, c'est juste que vous n'êtes pas concerné par le statut de rentier et que donc, c'est l'Office des étrangers qui appréciera au cas par cas, en fonction des documents que vous allez joindre à votre dossier, si cette autorisation de séjour peut vous être octroyée ou non. Sur cette notion de rente. Donc, vous avez la définition qui apparaît sur votre écran. Il y a une petite coquille, c'est donc le revenu périodique d'un bien ou d'un capital. Donc, c'est pas le travail qui doit être régulier, stable et suffisant. Le but, je vous l'ai dit, c'est de ne pas avoir besoin de travailler en Belgique parce que vous prouvez que vous avez des rentes qui vous permettent de vivre et de subvenir à vos besoins. Alors, en termes de montant, comme il n'y a pas de loi qui prévoit le statut de rentier, il n'y a pas non plus de loi qui prévoit le montant. Donc, le montant de référence sur lequel l'Office des étrangers se base, c'est le montant qui est généralement exigé pour les autres procédures de séjour et qui se calcule en fait sur base du revenu d'intégration sociale. Donc, le revenu d'intégration sociale en Belgique, c'est le revenu en dessous duquel on considère que vous êtes dans le seuil de pauvreté. Et donc, en matière de séjour, on prend ce revenu qui est indexé plusieurs fois par an. Donc, on demande à la personne d'avoir 120% de ce revenu. Donc, pour que vous ayez une petite idée, aujourd'hui en Belgique, au 1er juillet 2023, ce montant vient d'être indexé à 2008,32 €. Mais ça, c'est en regroupement familial. Maintenant, pour les rentiers, nous, on conseille d'être quand même largement au-dessus, étant donné que c'est un séjour qui est temporaire, on va en reparler dans quelques instants, qui est délivré à chaque fois pendant 1 an, qui doit être renouvelé chaque année en prouvant que vous avez des rentes d'un montant suffisant, et on devra faire ça pendant 5 ans. Donc nous, pour anticiper, si vous voulez, cette indexation, on recommande d'avoir au minimum 3 000, 3 500 €, mais ce n'est qu'un montant indicatif. Alors, ce qui est important, c'est que l'origine de ce montant doit être prouvée. Donc, il ne s'agit pas de dire « je les ai ». Alors, c'est notamment, évidemment, pour des raisons de blanchiment d'argent, mais c'est aussi parce que l'Office des étrangers veut avoir cette garantie que ce sont des rentes qui sont stables, qui sont régulières. Je vais vous donner un exemple. Il y a quelques temps, j'ai eu une cliente qui avait 3 millions d'euros sur son compte, c'est pas rien. Elle avait de la famille, elle avait vraiment a priori toutes les conditions, à part qu'elle avait ces 3 millions d'euros sur un compte.
Et donc, ayant des doutes, avant de commencer un dossier, de lui faire exposer des frais, c'est ce qu'on fait toujours, on contacte l'Office des étrangers et on vérifie, on tâte un peu le terrain. Évidemment, c'est pas pour ça que la réponse qu'on va avoir laisse présumer d'une décision positive ou pas, mais en tout cas, ça permet de savoir si oui ou non c'est acceptable. Et donc, ce que la personne m'a répondu, c'est que on peut avoir autant de millions d'euros sur son compte. Pour l'Office des étrangers, ce n'est pas une rente. Ça devient une rente à partir du moment où vous décidez d'investir cet argent, par exemple dans un bien immobilier qui lui-même va générer des loyers, donc des revenus locatifs mensuels. Et là, on est en présence d'une rente. Donc ça, c'est important de comprendre aussi. Et ces rentes devront à terme, ça c'est une autre condition parce que c'est bien d'obtenir le séjour, mais il faut aussi avoir la garantie qu'on pourra le renouveler. Ces rentes doivent être transférables sur un compte belge. Alors à terme, parce que évidemment au début sans titre de séjour, c'est assez difficile d'ouvrir un compte bancaire en Belgique. Par contre, une fois que le titre de séjour vous sera octroyé, là, vous pourrez et vous devrez ouvrir un compte bancaire et on devra prouver lors de chaque renouvellement que ce montant minimum a été versé sur votre compte belge. Voilà, ça ce sont les éléments importants par rapport à la rente. Donc je vous donne des exemples ici dans le slide. Si vous prouvez des loyers, si vous dites j'ai des loyers, alors on devra fournir des actes de propriété, des contrats de bail et des preuves de versement régulier sur votre compte. Si vous dites je suis pensionné et j'ai une très belle pension qui est au-dessus du montant, alors on devra fournir un document officiel qui prouve que vous percevez cette pension. Si ce sont des dividendes, on devra donner tous les documents officiels qui prouvent que vous êtes actionnaire et que vous avez droit à ces dividendes. Donc voilà, là vous avez le slide sur nos recommandations avec des exemples de ce qui est pris en compte, de ce qui n'est pas pris en compte, dont je vous ai déjà parlé. Alors, on aborde maintenant la deuxième condition qui est importante, parce que être riche c'est bien, mais ça ne suffit pas. Ce qu'il faut aussi, c'est que vous prouviez que vous avez des attaches assez solides avec la Belgique. Donc là sur le slide, vous avez un certain nombre d'exemples. C'est vraiment très très large. Donc on a eu de tout. On a des personnes qui sont nées en Belgique, qui ont vécu longtemps et puis qui sont parties à un moment donné, des anciens diplomates. Ça peut être le fait d'avoir voyagé assez souvent en Belgique et de pouvoir prouver des séjours réguliers. Ça peut être le fait d'avoir fait des études, d'avoir de la famille, beaucoup d'amis, des relations professionnelles, d'être justement, on en parlait tout à l'heure, investisseur, mais en tant qu'actionnaire uniquement dans une société belge. Et ça peut être aussi le fait d'investir dans l'immobilier en Belgique. C'est vrai que nous, de manière générale, c'est quelque chose que nous recommandons à nos clients parce qu'on sait que quand il y a, en plus évidemment des autres conditions, on sait que quand il y a un investissement immobilier qui a été fait en Belgique, l'Office des étrangers va être assez sensible. D'une part, parce que ça va être une attache quand même assez solide, c'est une attache immobilière. Et par ailleurs, parce qu'en plus de ça, si vous décidez d'investir pas seulement dans un appartement dans lequel vous allez vivre, mais aussi par exemple dans un bien qui va lui-même générer des loyers, vous allez pouvoir prouver en même temps la question de rente et en même temps la question des attaches. Donc c'est une recommandation qu'on fait quand évidemment vous avez la possibilité de le faire. Maintenant, c'est pas quelque chose d'obligatoire et comme je vous disais, c'est au cas par cas. Donc généralement, on conseille l'investissement immobilier quand on a un peu peur que soit les rentes, les preuves des rentes ne soient pas acceptées et ou que les attaches ne soient pas suffisamment solides. Donc là, je vous ai mis un exemple. Si vous êtes par exemple pensionné ou bien vous êtes dirigeant de votre société au Congo et puis en plus de ça, vous avez des loyers à côté et vous pouvez prouver que vous avez l'un ou l'autre de vos enfants qui vit en Belgique, et bien là, c'est vraiment des profils idéaux pour faire une demande de séjour ou de visa rentier. Alors, il y a une autre condition importante qui est finalement assez liée à la précédente, c'est que on nous demande de joindre généralement au dossier un certain nombre de recommandations. Donc, ce sont des lettres écrites par des Belges, ça peut être des relations d'affaires, des amis de la famille, qui vont soutenir votre candidature au séjour rentier. Alors nous, on conseille d'en mettre une vingtaine, évidemment. Si vous n'en avez pas 20, que vous en avez 10, ça peut passer. De nouveau, tout va dépendre des autres éléments que vous allez fournir. Alors, une quatrième condition qui semble un peu couler de source, c'est le fait d'avoir un casier judiciaire vierge. L'Office des étrangers va vous demander de produire un casier délivré par les autorités de votre pays d'origine. Et puis, ils vont aussi faire une petite enquête au niveau de la sûreté d'État pour s'assurer que vous ne représentez pas un danger. Et la dernière condition importante, c'est la preuve que vous bénéficiez d'une couverture pour vos soins de santé. Donc, il faudra la prouver lors de l'octroi lors de l'introduction de la demande. Et puis, une fois que vous serez autorisé au séjour en Belgique, ce sera aussi une condition de renouvellement. Et à ce moment-là, ce qui sera intéressant pour vous, c'est que vous allez pouvoir vous affilier à une mutuelle belge. Il faut savoir qu'en Belgique, on a un très beau système de sécurité sociale. On cotise, mais ce qu'on cotise par rapport au remboursement qu'on obtient, c'est assez exceptionnel. Je pense qu'on peut être assez fier de ça. Alors, c'est vrai aussi que pour les rentiers, comme les rentiers ne cotisent pas
contrairement aux travailleurs qui, eux, cotisent par le biais de leur rémunération. Pour les rentiers, le montant des frais d'affiliation à une mutualité vont être plus importants. Donc, j'ai fait la recherche pour ce webinaire. Actuellement, on est à un coût estimé par an d'environ 3 000 €. Donc, c'est 800 aides par trimestre. Ça peut évidemment varier en fonction de votre état de santé, de votre âge. Ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins. Voilà, c'est un montant qui est purement indicatif. On a deux angles d'approche. Donc, soit vous résidez à l'étranger, dans votre pays d'origine, et vous souhaitez avoir directement la confirmation qu'on va vous octroyer ce séjour comme rentier. À ce moment-là, vous allez faire l'option de faire une demande de visa qui sera introduite auprès du poste diplomatique, consulaire ou du centre visa du pays d'origine. Soit vous dites, moi, ça m'arrangerait de le faire en Belgique, j'obtiens assez facilement des visas C Schengen à entrée multiple. À ce moment-là, c'est intéressant parce que c'est possible. Il n'y a pas beaucoup de procédures qui permettent d'introduire une demande de long séjour quand on est en court séjour en Belgique, mais le statut de rentier le permet. Donc, vous aurez une petite formalité à faire. Quand vous arrivez sous visa valable, vous devrez partir à la commune, faire ce qu'on appelle une déclaration d'arrivée. Et par contre, ce qui sera très, très important, c'est qu'on puisse introduire votre demande de séjour rentier durant la période de validité de cette déclaration d'arrivée qui est généralement valable 90 jours. Il faudra introduire un dossier super complet. Par contre, ce que l'OE ne veut pas, c'est donc leur tolérance, et vous pouvez l'introduire en Belgique sous déclaration d'arrivée valable, mais par contre, vous devez introduire un dossier complet. Donc, il faudra être attentif à ça. Et nous, c'est vrai qu'avec nos clients, c'est ce qu'on fait, c'est qu'on s'assure en fonction de la rapidité avec laquelle ils peuvent nous communiquer les documents demandés, on analyse alors s'il vaut mieux l'introduire en Belgique avec un dossier complet ou s'il est préférable d'attendre et l'introduire à partir du pays d'origine ou lors d'un futur séjour en Belgique si c'est un visa C à entrée multiple. Donc, deux voies. Soit on passe par l'ambassade et on l'introduit à partir du pays d'origine, soit on l'introduit en Belgique via la commune. Dans les deux cas, le dossier va être transmis à l'Office des étrangers, au bureau long séjour accès, et c'est ce bureau-là qui va prendre la décision. Alors, je reviens un tout petit peu en arrière. Quand je disais qu'il était possible de l'introduire en Belgique, ça peut aussi concerner une personne qui est déjà autorisée au séjour en Belgique. Je prends l'exemple d'une personne qui serait autorisée comme travailleur indépendant et qui, à un moment donné, n'a plus envie de travailler ou bien sa société va pas si bien que ça, mais il a investi dans l'immobilier, il peut prouver qu'il aurait des rentes suffisantes et des attaches avec la Belgique. Il pourrait aussi envisager un changement de statut comme rentier qui pourrait être introduit à partir de la commune de résidence. Alors, je reviens à l'étape d'après. Donc, c'est l'Office des étrangers qui prendra la décision. Si la décision est positive, que c'est une demande de visa, alors l'ambassade va délivrer un visa D et puis la personne va, donc visa D, c'est un visa long séjour, la personne va arriver en Belgique, va partir s'inscrire auprès de sa commune de résidence, va recevoir une annexe 15 dans un premier temps qui couvre son séjour, et puis il faudra attendre que l'agent de quartier vienne vérifier votre adresse, et ensuite vous recevrez une carte A, qui est une carte de séjour valable 1 an et renouvelable. Si vous introduisez votre demande en Belgique, alors là c'est directement, il n'y a pas de visa D, c'est directement annexe 15, enquête de résidence, et puis carte A. Alors, au niveau du délai d'examen, si vous regardez sur le site de l'Office des étrangers, on annonce un délai d'environ 5 à 7 mois. Alors, quand on l'introduit, nous, pour l'instant en tout cas, on a des délais qui sont réduits de moitié. Et là, ma collaboratrice m'a envoyé 5 minutes avant que je commence une nouvelle dans un dossier de rentier qui, lui, justement, a introduit sa demande sous déclaration d'arrivée en Belgique. Et on l'a obtenu en 15 jours. Donc ça, je pense que c'est notre record absolu. Et donc, c'est pour dire que quand on introduit un dossier complet avec, et je vous expliquerai en fin de présentation comment nous, on travaille à ce niveau-là si vous décidez de collaborer avec nous, qu'on a introduit un dossier complet avec les bonnes pièces, un argumentaire, et qu'on suit vraiment les différentes étapes de la procédure et qu'on fait les relances régulières, parce qu'on a fait des relances, on peut obtenir des décisions assez rapides. Alors, vous ne dites pas, Maître Alabi a dit que je l'aurai dans 15 jours, parce que je pense qu'on a eu de la chance dans ce dossier-là, mais je dirais que, en tout cas, un délai de 2 à 3 mois, c'est assez raisonnable et c'est toujours beaucoup moins que les 5 à 7 mois annoncés sur le site. Et là, comme je vous le disais, c'est lié probablement au fait qu'on dépose des dossiers complets avec des argumentaires et qu'on fasse un suivi qui est assez régulier. Bonjour à tous et à toutes. Un ou deux petits mots de présentation très très rapide. Donc, je m'appelle Olivier Doche, je suis juriste spécialisé en droit fiscal et en cette qualité-là,
J'aide très souvent des expatriés qui s'installent en Belgique vis-à-vis de leurs obligations fiscales. Alors, la petite présentation que je vous ai préparée est vraiment axée. Alors, je vais déjà partager mon écran pour que vous en ayez au moins le titre devant vous. Donc, la présentation que je vous ai préparée est véritablement axée sur certains points que j'ai appelé les mythes et les pièges de la fiscalité internationale en Belgique. Voilà mon écran. Alors, Einstein disait que la chose la plus compliquée au monde à comprendre est l'impôt sur les revenus. Je ne sais pas s'il avait raison, mais de la part du père de la théorie de la relativité, on va dire que c'est plutôt flatteur pour notre métier, je suppose. C'est certainement pas flatteur pour le législateur en matière fiscale, parce que on peut clairement pas lui donner tort. L'impôt est une matière extrêmement complexe. Et si d'une part, elle est extrêmement complexe, d'autre part, elle est aussi extrêmement contraignante dans la vie des gens, ce qui est une assez mauvaise combinaison au final. Alors là, ici, l'idée ça est vraiment de vous faire une présentation assez pédagogique. Je dirais qu'à la rigueur, la pédagogie est presque le cœur de mon métier, en fait. J'ai décidé donc de la tourner autour de ce qui ressemblerait un petit peu à une FAQ avec véritablement les points centraux, les questions les plus fréquentes ou les pièges les plus fréquents que moi je rencontre dans ma pratique quand je conseille des expatriés qui s'installent en Belgique en ce qui concerne leurs obligations fiscales. Alors voilà, sans plus attendre, voilà, on va partir sur 7 questions. 7 points généraux. Alors, ça ne prétend pas être exhaustif, évidemment. La fiscalité est quelque chose d'extrêmement complexe et forcément, ça prend des années pour arriver à avoir une bonne maîtrise de la matière. Mais je pense qu'avec ces 7 points, on devrait pouvoir brosser globalement les points les plus importants et les questionnements les plus importants que vous devriez en principe avoir. Après, bien sûr, voilà, la séance questions-réponses est là pour éventuellement compléter s'il y a certains points auxquels je n'aurais pas répondu, des interrogations brûlantes de votre part. Donc voilà, on va vraiment se cantonner à ça. Alors, c'est principalement, l'exposé que je vais vous faire est principalement axé sur l'impôt sur les revenus des personnes physiques. Évidemment, des taxes, il y en a plein. Il y en a plein de plein de sortes différentes. Il y a les impôts, il y a l'impôt des sociétés, qui sont vraiment les revenus, les impôts sur les revenus périodiques générés par les sociétés. Il y a dans les impôts indirects, il y a les droits de succession qui sont dus en cas de succession. Il y a la TVA, qui est une taxe qui est supportée qui est typiquement européenne, qui est une taxe qui est supportée par le consommateur final et qui est collectée sur toute la chaîne par les entreprises, etc. Là, ici, on va vraiment surtout se concentrer sur l'impôt sur les revenus des personnes physiques. On peut éventuellement parler de 2-3 autres points si vous voulez, mais on risque d'un peu trop s'égarer si on commence à parler de plein d'autres taxes différentes. Les impôts sur les revenus des personnes physiques étant une part vraiment énorme de la charge fiscale qui pèse sur les personnes, évidemment. Alors, on va commencer déjà par le premier point que j'ai décidé d'aborder. Donc, le premier, c'est en formulé comme des mythes et des pièges ici. Le premier point sur lequel je pense qu'il y a souvent un peu des croyances, c'est la résidence fiscale, c'est déterminé par quoi? Qu'est-ce qui fait qu'on a un résident fiscal quelque part ou pas? Cette question de la résidence fiscale est évidemment centrale parce qu'elle va déterminer en vertu des règles de quel pays est-ce que vous devez payer vos impôts. Alors, la résidence fiscale, c'est déterminé comment? On pourrait croire que c'est lié au domicile, mais pas forcément.
Votre domicile au sens civil, ça va être le lieu où vous avez établi votre résidence et où vous avez déclaré avoir établi votre résidence. En Belgique, quand vous allez vous inscrire au registre de la population d'une commune, en principe, vous allez avoir un policier, un agent de quartier qui va passer dans les jours à venir juste pour vérifier si vous y êtes bien. Tant que vous êtes là à ce moment-là, on va établir que votre domicile est bel et bien à cet endroit-là. Et puis, en principe, l'histoire est terminée. En matière fiscale, il ne suffit pas d'avoir son domicile quelque part pour considérer qu'on est forcément un résident fiscal là-bas. Je vais vous donner quelques petits exemples. Vous pouvez très bien être domicilié en Belgique, mais en réalité, dans les faits, vous résidez dans un autre pays. Ça peut arriver que certaines personnes décident d'établir leur domicile en Belgique et de faire semblant qu'ils résident effectivement en Belgique pour pouvoir bénéficier de certains régimes avantageux en Belgique, ou à l'inverse, justement, de dire qu'en fait, on est domicilié dans n'importe quel autre pays, au Sri Lanka, en Islande, au Venezuela, où vous voulez. Et puis, à côté de ça, en réalité, dans les faits, on réside uniquement en Belgique. Dans les deux cas, l'administration, elle ne va pas uniquement regarder là où est situé votre domicile, là où vous avez déclaré avoir votre résidence, elle va regarder dans les faits où est-ce que vous résidez. Et ça va être déterminé comment? Par plusieurs facteurs vraiment purement factuels. Où est-ce que vous vivez véritablement au quotidien? Les éléments familiaux sont souvent très importants. Où est établi votre ménage? Est-ce que vous êtes marié? Si vous êtes marié, où vit votre époux, votre épouse? Est-ce que vous avez des enfants? Où sont-ils scolarisés? Etc. Donc ça, c'est des points qui, en général, sont assez centraux. Et voilà, si vous avez établi votre domicile quelque part dans un tout autre pays, mais que dans les faits, vous habitez en Belgique, que dans les faits, vous avez établi votre ménage en Belgique, vos enfants vivant en Belgique sont scolarisés ici, etc., vraisemblablement, ça voudra dire qu'il faut vous considérer comme étant un résident fiscal en Belgique. Alors, ça ne veut pas forcément dire que le domicile n'a absolument aucun poids. D'ailleurs, en principe, si vous êtes domicilié dans une commune belge, l'administration considère que, la loi même considère qu'il y a une présomption, donc vous êtes présumé avoir votre résidence fiscale en Belgique. Donc à partir du moment où vous êtes domicilié en Belgique, si effectivement vous résidez à l'étranger, dans un autre pays, c'est à vous à en apporter la preuve à l'administration et à dire oui, effectivement, j'ai établi mon domicile à telle adresse en Belgique, mais dans les faits, et puis après, vous devez commencer à vous-même donner tous les éléments et tous les éléments de preuve qui viennent démontrer que, en fait, vous habitez, peu importe, à Reykjavik, à Kinshasa, à n'importe où. Et dans ces cas-là, vous pouvez vous soustraire à vos obligations fiscales en Belgique. C'est à vous d'en apporter la preuve. Alors, quand je parle d'obligations fiscales, c'est évidemment ça l'enjeu. On y reviendra un peu plus tard. C'est qu'à partir du moment où vous êtes un résident fiscal belge, vous devez chaque année rentrer une déclaration à l'impôt des personnes physiques. Ça, on y reviendra un petit peu après. Mais donc, c'est véritablement ça l'enjeu, évidemment. Alors, un deuxième point sur la résidence fiscale qui, selon moi, fait vraiment l'objet de beaucoup de croyances. On parle beaucoup de la règle des 183 jours. 183 jours, pourquoi? 183 jours, c'est en fait la moitié de l'année arrondie à l'unité supérieure. C'est 365 divisé par 2, arrondi au-dessus. Alors, la fameuse règle des 183 jours, j'entends ça extrêmement souvent. Surtout sur Internet, dans des petits articles rédigés vraisemblablement par des personnes qui ne sont pas vraiment des spécialistes en matière fiscale. Je vois ça aussi sur des forums d'échange, sur les réseaux sociaux, etc., entre des expats. Personnes qui demandent, j'étais en Belgique pendant X temps, etc., est-ce que je suis résident fiscal ou pas?
les gens disent ah, non, parce que tu as passé moins de 183 jours sur l'année en Belgique. Alors, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas ça que sert la fameuse règle des 183 jours. Je vais vous expliquer en quelques mots, sans aller trop loin dans les détails, ce dont il s'agit véritablement. C'est un petit peu technique, mais principe, il faut partir du principe que c'est pas le fait d'avoir passé 183 jours ou pas en Belgique qui va déterminer votre résidence fiscale. Encore une fois, je reviens à la slide juste avant. La résidence fiscale, c'est déterminé par un faisceau d'éléments factuels. Il y en a un certain nombre qui vont être pris en compte. On ne peut pas véritablement les hiérarchiser et le fait de passer 183 jours dans un pays, ben, c'est pas en soi déterminant. Alors évidemment, ça va être relativement rare, enfin, pas relativement rare, ça existe, hein, mais dans la plupart des cas où une personne va passer plus de 183 jours en Belgique, il va falloir considérer que souvent il s'agit d'un résident fiscal, mais pas forcément. Je donnerai un exemple après. En fait, cette fameuse règle des 183 jours, elle vient du fait que, premièrement, dans d'autres États que la Belgique, effectivement, parfois, elle est effectivement utilisée pour déterminer la résidence fiscale, parfois en tant qu'indicateur déterminant, parfois comme faisant partie des éléments qui servent à déterminer la résidence fiscale. C'est une chose. Et la deuxième chose aussi, c'est que dans de nombreuses conventions préventives de double imposition, je reviendrai sur cette notion, dans de nombreux traités bilatéraux entre États, parmi lesquels souvent les États utilisent ces instruments en fait pour déterminer quel État a le droit de taxer quel revenu dans des situations internationales. Ben souvent, cette règle des 183 jours va déterminer pour les employés, les salariés, si les salaires seront taxables dans tel ou tel État. Je vous passe un petit peu les détails. On pourrait aller loin, sinon dans des petits détails techniques. Mais donc, la principale raison pour laquelle, je pense un peu par j'allais dire un langage, mais pas réellement un abus de langage, mais un peu par amalgame. Souvent, les gens croient que le fait de passer 183 jours ou pas dans un pays suffit à déterminer la résidence fiscale. Ben, la réponse est non, c'est pas forcément le cas. Je vais vous donner un petit exemple assez simple et assez parlant. Imaginons une personne qui réside en Belgique, donc qui a une maison en Belgique, qui est mariée avec une personne et qui a des enfants. Les enfants sont scolarisés en Belgique. Seulement, cette personne, tous les dimanches, prend le TGV pour aller à Paris, a une chambre d'hôtel pendant toute la semaine et revient le vendredi soir à Bruxelles et passe de nouveau le week-end. Alors, c'est sûr, si on compte, a priori, cette personne, sur l'année, aura passé moins de 183 jours en Belgique. Ça n'empêche que, plus que vraisemblablement, il faudra considérer que cette personne sera résidente fiscale belge, même si elle a passé nettement moins que 183 jours en Belgique. Alors, la question de où seront taxés ces salaires si la personne travaille à Paris est une toute autre question, mais en tout cas, ce sera résidente fiscale belge. Ça veut dire qu'il faut commencer à rendre des déclarations fiscales en Belgique et regarder si, en vertu du droit belge, quelles obligations fiscales s'imposent à cette personne-là. Alors ça, c'était un petit peu les premiers points sur la question de la résidence fiscale. Je pense que le plus important à retenir, c'est véritablement que ce qu'il faut regarder pour déterminer si oui ou non vous êtes un résident fiscal belge, c'est les éléments factuels concordants qui déterminent le fait que vous résidez effectivement, que vous avez vraiment établi le centre de vos intérêts en Belgique. Ça, c'est vraiment le point important, ce qui ne veut pas forcément dire non plus que ça doit être pour une très longue période. Vous pouvez très bien être un résident fiscal belge alors que en fait, vous êtes resté moins d'un an. En fait. Mais pour cette période-là, si vous avez vraiment établi votre résidence à cet endroit-là, ben voilà,
Vous êtes considéré comme un résident fiscal belge. Et quelles conséquences est-ce que ça a? Une personne qui est résidente fiscale belge va devoir, comme je disais, soumettre une déclaration chaque année à l'impôt des personnes physiques. Et là-dedans, qu'est-ce qu'il faut déclarer? La résidence fiscale belge est en principe, c'est vraiment le principe de base, taxable sur l'ensemble de ses revenus mondiaux, peu importe où est-ce que cette personne a réalisé ses revenus, y compris les revenus qui sont réalisés à l'étranger. Ça, c'est le principe de base. On va voir qu'il y a pas mal d'exceptions, mais il faut toujours partir de ce principe-là, c'est que si vous êtes résident fiscal belge, la base est que, sauf exception, vous devez déclarer vos revenus, même s'ils sont produits à l'étranger, et ils subiront leur régime fiscal, taxable, pas taxable, etc., selon les règles du droit fiscal belge. Maintenant, évidemment, les États concluent entre eux, comme je disais tout à l'heure, des traités bilatéraux, conventions préventives de double imposition. Il n'y en a pas toujours, mais il y en a entre de nombreux pays. Normalement, il y en a entre tous les pays de l'OCDE et puis il y en a avec certains autres pays aussi. Et dans ces conventions, les deux États s'asseyent ensemble et décident quels revenus sont taxables par qui pour éviter les cas où, dans le premier État, l'État A, d'où provient le revenu, il y a une taxation, et puis après, il y a encore une taxation dans l'État où on réside. C'est vraiment pour éviter ces cas de double imposition. Donc, dans de nombreux cas, les conventions préventives de double imposition vont faire en sorte que le revenu étranger perçu par un résident fiscal belge, le revenu qui est de source étrangère, qui est perçu par un résident fiscal en Belgique, sera exempté en Belgique ou alors sera exempté dans l'état de la source et sera taxable en Belgique, histoire qu'il ne soit pas taxable dans les deux pays. Souvent, même si un revenu est exempté par la Belgique en vertu des conventions préventives de double imposition, ça n'empêche qu'il faut quand même le déclarer. Donc, il faut quand même se poser la question. Il ne faut pas se dire « Ah voilà, mais moi, tous mes revenus viennent de tel autre État, donc de toute façon, je ne déclare rien. » Non, de toute façon, il faut rendre une déclaration, même si elle est vide, ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est même si on perçoit des revenus de l'étranger, il faut vérifier s'il ne faut pas quand même les déclarer. Dans la plupart des cas, ce sera le cas. Et puis, si ça se trouve, ces revenus ne sont même pas exemptés en Belgique. Donc, c'est assez important de vérifier tous ces points-là vraiment au cas par cas selon la source de revenus que vous avez. Voilà, ça, c'est vraiment un principe de base qui est très important à comprendre concernant les revenus provenant de l'étranger pour des résidents fiscaux belges. Alors, un autre point qui est une question qu'on me pose quand même assez souvent, c'est, voilà, j'ai de l'épargne qui provient de tel pays, j'aimerais bien la ramener en Belgique. Est-ce que, du coup, je vais être taxé dessus juste par le simple fait de ramener cette épargne en Belgique? Alors, en principe, non. Encore une fois, l'impôt sur les revenus, ça porte bien son nom. C'est un impôt qui frappe les revenus. Ce n'est pas un impôt qui vient frapper la fortune. Donc, les revenus que vous avez perçus pendant une période déterminée, pendant que vous étiez résident fiscal belge, ça, il faut regarder si c'est des revenus qui sont taxables en Belgique, s'il faut les déclarer, etc. Vraisemblablement, ça devrait être taxé. Par contre, rapatrier simplement des capitaux de l'étranger, ça, c'est en principe pas taxable en Belgique en soi. Alors, c'est évidemment différent du cas où on rapatrie des revenus qui ont été générés à l'étranger, mais qui en fait auraient dû être déclarés en Belgique parce qu'ils étaient taxables au moment de leur réalisation, etc. Ça, c'est une toute autre question. Mais si on prend le cas où une personne a simplement travaillé pendant de nombreuses années dans un autre État en n'ayant rien à faire avec la Belgique à ce moment-là, et puis se retrouve avec un certain montant de 100 000, 200 000, 300 000 euros, 1 million, peu importe, d'épargne. Au moment où cette personne arrive en Belgique, elle peut tout à fait la rapatrier et la Belgique ne taxera en principe pas ce revenu. Attention toutefois, c'est aussi
c'est une question tout à fait différente de la question de est-ce qu'en rapatriant mes capitaux, je risque d'avoir des problèmes avec ma banque au niveau de la législation anti-blanchiment. Ça, les banques sont évidemment ont très peur de faire des erreurs au niveau de la législation anti-blanchiment. Et donc, du coup, c'est pas impossible que pour arriver à rapatrier vos capitaux, ben, la banque pose des exigences assez importantes, pose des questions assez importantes sur l'origine de ces fonds, etc. C'est une toute autre question par rapport à celle du fait que ça soit taxable ou pas et que ça doive ou non être déclaré. Alors, en dehors de ça, je mentionne quelques petits points particuliers vraiment liés, un peu des erreurs communes, des erreurs qui sont assez fréquentes et qui sont souvent commises par des expatriés qui arrivent en Belgique. La première, c'est vos biens immobiliers à l'étranger. Alors souvent, quand il y a une convention préventive de double imposition, les revenus immobiliers liés à des biens qui sont situés à l'étranger ne seront pas taxables en Belgique, ils seront exonérés dans une grosse majorité des cas. Ça n'empêche que vous devez quand même déclarer leur existence en Belgique. Ce sera pris en compte dans le calcul de vos impôts sur vos autres revenus. Et donc, pour ça, c'est important de les déclarer. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est souvent oublié. Et on se retrouve parfois quelques années plus tard, alors d'autant que les échanges d'informations entre les États sont de plus en plus importants. Souvent, ça passe pas non plus entre les mailles du filet. Ça finit par arriver aux oreilles de l'administration. Le fait que vous possédez un bien immobilier dans un autre pays. Et donc, du coup, l'administration vient un peu vous questionner et vous demander, bon, quid de votre appartement à Majorque, quid de telle maison à la Côte d'Azur, peu importe. Voilà, donc tout ça, c'est des éléments qu'il ne faut vraiment pas oublier de déclarer. Ça, c'est une erreur assez fréquente. Un autre piège fréquent, c'est la mention des comptes en banque à l'étranger. Alors, quand vous êtes résident fiscal belge, vous devez mentionner l'existence de tous vos comptes en banque ouverts auprès d'un établissement de crédit à l'étranger. Absolument tous. Ça ne peut pas forcément dire que l'argent qui est dessus sera taxable. Loin de là. La seule chose, c'est que la Belgique veut savoir ce que vous avez comme compte à l'étranger. Encore une fois, donc vous pouvez avoir un montant assez élevé sur ces comptes, ce qui va vraiment compter pour ce qui est du calcul de votre charge fiscale, des impôts que vous devez. Ça va être, est-ce que vous avez perçu des revenus? C'est la perception des revenus qui détermine l'impôt sur les revenus, forcément. Mais toujours est-il que vous devez mentionner leur existence et que le fait de ne pas la mentionner peut donner lieu à des amendes ou à des accroissements d'impôts. Dans le même ordre d'idée, outre les comptes en banque à l'étranger, il faut aussi mentionner l'existence des contrats d'assurance vie qu'on a contractés auprès d'un organisme assureur à l'étranger, ainsi que ce qu'ils appellent des constructions juridiques, qui sont des instruments comme typiquement des trusts ou d'autres instruments juridiques qui sont un peu similaires, qui visent à ce qu'une personne tierce gère pour vous pour votre compte, mais en son nom propre, donc pas en votre nom, certains de vos biens. Ça, c'est aussi des éléments qu'il faut absolument mentionner. Encore une fois, c'est pas parce que vous avez des biens qui sont gérés par un trust que forcément les revenus, que forcément vous devez payer des taxes. Ça va dépendre de si ces biens qui sont gérés par votre trust ont généré des revenus ou non. Si c'est le cas, dans ces cas-là, il peut y avoir une taxation. À ce stade-ci, l'administration veut juste savoir qu'ils existent. Donc voilà, ça c'est quand même aussi un piège assez fréquent. On a tendance à oublier cette petite déclaration qui ne préjudicie rien de votre taxation. Hein. Vous
vous avez tout à fait le droit d'avoir des comptes en banque à l'étranger, des assurances vie à l'étranger ou même des trusts. C'est tout à fait dans votre droit, mais l'administration veut savoir que vous les avez et puis s'ils ont généré des revenus, là par contre, il faut les déclarer. Dernier petit point aussi, pour ceux qui s'en vont de la Belgique, ça c'est un point qui est très très fréquemment oublié. Normalement, vous devez rendre une déclaration dans les 3 mois de votre départ de la Belgique. C'est vraiment une déclaration spéciale dans les 3 mois. L'administration ne vous le rappelle pas à votre départ. Donc, il y a personne qui va venir vous dire, n'oubliez pas, vous vous en allez, rendez-nous une déclaration. Non, c'est vous-même qui devez faire la demande à l'administration. Voilà, je suis parti de la Belgique le 30 août. Est-ce que je pourrais avoir, s'il vous plaît, le formulaire de déclaration spéciale en cas de départ à l'étranger pour que je puisse faire ma déclaration? C'est vous qui devez prendre cette initiative-là. Absolument tout le monde l'oublie de temps que personne n'est là pour vous le rappeler. La seule personne qui peut éventuellement vous le rappeler, c'est votre conseiller juridique, conseiller fiscal qui s'en charge. Les comptables ont une fâcheuse tendance à l'oublier eux aussi. Mais donc voilà, c'est un oubli assez fréquent. L'administration est relativement indulgente, mais en théorie, elle pourrait tout à fait imposer des amendes si on ne se conforme pas à cette obligation-là. Alors, oui, un dernier petit point que j'ai aussi ajouté, j'ai hésité à l'ajouter ou pas. Donc, il s'agit des taux d'imposition à l'impôt des personnes physiques en Belgique. Donc, c'est des taux qui sont progressifs par tranche, hein, en fonction du montant total de vos revenus. Vous allez payer des impôts plus importants. Donc, sur la première tranche des 13 870 €, on est à un taux d'imposition de 25%. Puis la tranche suivante, etc., c'est 40%. Alors forcément, c'est véritablement par tranche. Hein. Donc, si vous gagnez 14 000 €, vous n'allez pas payer 40% sur les 14 000 €. Vous allez payer 25% sur les premiers 13 870. Et puis, sur les 130 € qui restent, vous allez payer 40%. C'est vraiment progressif par tranche. La raison pour laquelle j'avais hésité à ajouter ça, ça porte un peu à confusion et ça donne un peu une impression un peu trop simpliste du système fiscal parce qu'il y a énormément de revenus qui échappent à ces taux. Très souvent, les revenus qu'on appelle les revenus mobiliers, les revenus de biens mobiliers, dont font partie typiquement les revenus liés à des titres, des actions, des obligations, etc., les intérêts, les dividendes, certaines plus-values aussi, sont souvent taxés à des taux distincts. Ils sont variables, mais qui généralement sont, le taux de base c'est 30%, parfois moins. Les revenus immobiliers sont aussi taxables à ces taux progressifs, mais ils sont évalués de manière relativement favorable sur base de ce qu'on appelle le revenu cadastral. Et ce qui fait qu'au final, même si on paie des impôts sur les taux progressifs que vous voyez ici à l'écran, on les paye sur une base taxable qui est en fait inférieure aux revenus que vous avez réellement souvent de ces biens. Donc voilà, c'est le principe de base. Le principe de base, c'est que vos revenus sont globalisés, tous vos revenus sont mis ensemble dans un grand seau. Et puis, on applique à ces revenus globalisés ces taux progressifs par tranche que vous voyez à l'écran. Maintenant, il y a un grand nombre d'autres revenus qui échappent à ces taux-là. Il y a même aussi certains revenus qui parfois sont exemptés, etc. Donc, ça va vraiment dépendre il faut vraiment faire une analyse complète de votre cas en déterminant, OK, quel revenu est-ce que vous percevez, quelle est la nature de ces revenus et à quel régime fiscal est-ce que ces revenus vont être soumis. De base, c'est ça, mais voilà, il y a de nombreuses exceptions font que parfois on a des taux un peu plus avantageux. Ces taux ici négligent aussi le fait que tout contribuable a aussi une quotité forfaitaire exonérée d'impôt.
de environ 9-10 000 euros de base, et puis après, selon vos charges de famille, donc les personnes à charge que vous avez, etc., cette quantité forfaitaire exonérée d'impôts peut être un peu plus élevée. Donc, sur les premiers X milliers d'euros, en principe, vous payez pas d'impôts. Donc, ça aussi, c'est un point qui vient un peu tempérer ces taux. Après ça, pour le reste, il faut se l'avouer, hein, la Belgique est un pays qui, en tout cas, en ce qui concerne les revenus professionnels, la plupart des revenus professionnels, donc les salaires ou les revenus liés à une activité d'indépendant, sont des revenus qui sont soumis à ces taux progressifs, en sachant qu'ils sont aussi soumis à des cotisations sociales avant, ça fait des taux très, très élevés par rapport à plein d'autres pays. Maintenant, au niveau des revenus liés davantage au capital, donc le revenu du travail est extrêmement taxé en Belgique. Le revenu du capital, ça dépend. Ça dépend de quelle forme de revenu, etc. Donc voilà, globalement, ça c'est vraiment, si je devais commenter de manière très générale l'économie du système belge, c'est un système qui est extrêmement taxé au niveau des revenus professionnels. Maintenant, au niveau des revenus du capital, ça dépend. Et puis, quand on est dans une situation un peu internationale, là, c'est vraiment très important de faire attention à toutes les règles en matière de convention préventive de double imposition, etc. Parce que parfois, certains revenus qui proviennent de l'étranger ne seront pas taxés en Belgique, mais seront taxés plutôt à l'étranger, parfois à des taux plus favorables, parfois moins, par contre, forcément. Donc, c'est vraiment comme ça que fonctionne le jeu de manière générale. Dernier petit point encore. Donc, ça, c'est vraiment les taux qui s'appliquent aux personnes physiques qui sont résidents fiscales belges. Une personne physique qui n'est pas résidente fiscale belge peut parfois avoir certaines obligations fiscales en Belgique à l'impôt, ce qu'on appelle l'impôt des non-résidents, si cette personne a certains revenus certains revenus ou intérêts qui sont en Belgique, même si on est résident fiscal à l'étranger. C'est en fait le pendant inverse du cas où vous êtes résident fiscal belge et vous avez des revenus qui proviennent de l'étranger. Parfois, la Belgique va exonérer ces revenus, mais ils seront taxables à l'étranger. À l'inverse, c'est pareil, si vous êtes résident fiscal d'un autre État et que vous avez des revenus qui proviennent de Belgique, par exemple parce que vous possédez un bien immobilier qui est donné en location en Belgique, c'est la Belgique qui va taxer ce revenu sur ce bien immobilier, même si vous n'êtes pas un résident fiscal belge. Donc, si vous avez des revenus qui proviennent de Belgique, il faut quand même se poser la question de quelles sont mes obligations fiscales vis-à-vis de la Belgique, parce que même si vous n'êtes pas un résident fiscal belge, parfois c'est intéressant c'est pas que c'est intéressant, c'est que c'est problématique si vous ne respectez pas vos obligations fiscales. Généralement, les échanges d'informations entre les administrations font que ça devient de plus en plus rare que ça n'arrive pas aux oreilles de l'administration. Alors pourquoi on a ce taux de réussite-là? Pas du tout parce qu'on a des passe-droits, mais simplement, je pense, parce que dans la manière de travailler avec nos clients et de collaborer, la méthodologie qu'on a mise en place, c'est une méthodologie qui permet, avant de se lancer dans des coûts et du temps de préparation de dossier et des coûts d'honoraires pour le client et de légalisation, on a mis en place une procédure en plusieurs étapes qui permet finalement de vraiment vérifier si la personne remplit les conditions. Donc le but, c'est vraiment qu'on y aille avec un dossier qui a 99% de chances de fonctionner. Alors, vous êtes convaincu par la pertinence de collaborer avec notre cabinet, je vous invite évidemment à nous contacter. Pour ceux qui sont à l'étranger, sachez que nous organisons des consultations à distance aussi, via Skype, Google Meet comme aujourd'hui. Donc voilà, on est assez flexible par rapport à ça.